Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S306 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 novembre 2021. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO pour une discussion au coin du feu avec le filmmaker, le réalisateur et le producteur Sébastien Deveau. Alors Sébastien, tu as la casquette de vidéaste, réalisateur et producteur. Tu travailles par exemple régulièrement pour des émissions de télévision. Au cours de ta carrière, tu as croisé la route d'un célèbre animateur et producteur, Frédéric Lopez, que l'on connaît par exemple pour son émission Rendez-vous en terre inconnue. Nous avons échangé avec lui et lui avons demandé comment vous vous êtes rencontrés. On l'écoute. La première fois que j'ai rencontré Sébastien, c'était il y a presque 10 ans, je pense. J'avais vendu à France Télévisions un concept que j'avais appelé la parenthèse inattendue. Et quand le patron de la chaîne a accepté de faire ça, le concept c'était que je réunissais 3 personnalités dans une maison de campagne. Et ces personnalités allaient couper leur téléphone et se raconter leur existence, leur vie, les obstacles qu'ils avaient surmontés. Et c'était une sorte de week-end à filmer. Et là, le patron de la chaîne me dit, les petits mouchoirs. Et moi, je ne vais pas le contredire. Je fais oui. Et je me dis, mais il est fou celui-là, on va pas faire les petits mouchoirs toutes les semaines. Eh ben, c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Les petits mouchoirs toutes les semaines, presque un film de cinéma toutes les semaines. Et donc, j'avais comme productrice, j'avais choisi de travailler avec Caroline Bassardi, qui est une grande productrice à la télévision. Et du coup, elle m'a présenté Sébastien Deveau, et elle m'a présenté Fabrice Michelin. Et j'ai adoré l'idée qu'il y ait 2 personnes qui travaillent ensemble, parce qu'ils sont extrêmement complémentaires. Et puisqu'on parle de Sébastien, c'est vrai que j'ai adoré. Bon, j'ai pas tout de suite vu que c'était un surdoué, je le sais maintenant, un hypersensible. Mais ce qui était magnifique, c'est que moi j'avais comme ça un sorte de fantasme dans l'esprit. C'est-à-dire que moi je voyais une maison au bord d'un lac au Canada, filmée en longue focale, avec des moments au coin du feu, avec des moments où on faisait du vélo, machin truc. Bah, ce que je veux dire par là, c'est que dans une fiction, ça dure 3 mois le tournage. Là, ça dure 24 heures. Donc faire les petits mouchoirs toutes les semaines en 24 heures, c'est un défi de dingue avec des invités à qui on ne demande pas de refaire quelque chose, il faut juste être sur le coup. Donc déjà, c'était hallucinant de savoir où on mettait les caméras, etc. Puis ensuite, avec Sébastien, qui trouve toujours des solutions justement techniques à mes fantasmes. Donc, quand j'ai rêvé de quelque chose, bah, il le fait. Euh, c'est vrai que on est très 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 à cheval sur la direction photo, c'est-à-dire qu'on aime bien quand c'est des choses qui se font pas forcément télé. En télé, on éclaire beaucoup les studios, etc. Moins au cinéma. Et donc là, dans le grenier, par exemple, puisque les invités racontaient leur histoire, leur enfance, ben, on était avec des bougies, des choses comme ça. Enfin, c'était hallucinant. Tout ce que je racontais, tous mes fantasmes étaient possibles. Et donc, ça a été des moments de création. On l'a revécu sur une émission qui s'appelait Folie passagère, qui était un grand, grand délire, mais vraiment, il fallait me suivre. Et une autre émission quotidienne sur France 2 qui s'appelait Mille et une vies. Et donc, du coup, je peux dire que tous ces moments de co-création, parce qu'il s'agit vraiment de ça, c'était à la fois très enthousiasmant parce que vous rêvez d'un truc, mais on va toujours vous dire. En général, les gens vous disent c'est pas possible. Moi, ben, avec Sébastien, c'est pas le cas. Et puis, j'ai l'impression que c'était comme c'est une co-création, mais j'ai l'impression qu'on enfante. Vous savez, quand on crée, ça se passe dans le cerveau des uns et des autres, puis en plus ça apparaît à la télévision et puis ça appartient aux gens. Ils vous en parlent dans la rue. Donc c'est un truc magnifique. Et finalement, pour terminer, je dirais que j'ai jamais travaillé avec des amis, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est amis avec moi qu'on va travailler avec moi. Moi, je travaille qu'avec les meilleurs. Par contre, je peux devenir très ami avec les gens avec qui je travaille. Et j'ai souvent dit, bah, je souhaite aux gens de connaître l'amour dans une vie, je souhaite aux gens de connaître l'amitié. Mais il y a un truc dont on ne parle jamais, c'est le bonheur immense de faire ensemble. Et c'est ce que j'ai vécu moi avec Sébastien. C'est qu'en fait, quand je le vois pour un projet, etc., c'est vrai que j'adore son excitation, j'adore son œil qui brille. Il se dit, mais dans quel défi il va encore me lancer? Et donc voilà, donc on est indissociable et maintenant c'est pour la vie quoi. Et voilà, donc j'aime beaucoup sa sensibilité, j'aime beaucoup son enthousiasme, sa créativité, sa gentillesse, sa bienveillance, son intelligence. Enfin, il y a beaucoup beaucoup à dire. Et donc voilà, je l'adore. Je t'aime Seb. Eh bah, quelle déclaration! Bah ça touche, ouais, ça me touche beaucoup parce que j'adore Frédéric. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, mais plus qu'un producteur, c'est un créateur. Et c'est vrai il nous a toujours donné la chance. Il a parlé de Fabrice avec qui on a mis en place la parenthèse. Et c'est sûr que, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est quelqu'un qui vit les choses et qui les rêve. Et au final, nous, il nous demande simplement d'essayer de les mettre en image.
Et c'est sûr que depuis le départ, quelles que soient les émissions que tu as parlé de Rendez-vous Inter-Inconnus, mais il y avait Panique dans l'oreillette aussi, qui était une de ses premières émissions de télé, qu'il a complètement inventé. Et c'est sûr que de travailler avec des créateurs comme lui, effectivement, le concept des petits mouchoirs à la télé, c'est génial parce qu'on vivait vraiment, même si nous, on était là pour capter et mettre en image ces week-ends, on les vivait ces week-ends. Et franchement, on a des souvenirs de fous. Et aujourd'hui, Frédéric, c'est vrai que c'est plus un ami qu'une relation professionnelle. Tu penses à quoi comme souvenir qui remonte là, spontanément, des anecdotes? Je sais pas si vous vous souvenez de cette émission, la parenthèse. Alors, n'étant pas très télé, moi, je suis un très mauvais élève. Je suis plus radio que télé, d'où peut-être le fait de se retrouver derrière ces micros. Mais bon, je vois par contre le cadre. Ouais, un cadre assez intimiste. Assez intimiste. Et c'est vrai qu'on avait instauré le départ pour les invités avec le fait de traverser une rivière pour arriver à la maison, ce qui n'était pas une obligation, un petit bateau, une petite barque. Ouais. Et donc au final, c'est vrai que là, il y avait la rupture avec le monde réel et c'est quelque chose qui a marqué tous les invités parce qu'à partir du moment où ils prenaient cette barque, en fait, c'est vrai qu'ils laissaient leur portable de côté pendant 24-48 heures. C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Et les bons souvenirs, c'est les soirées sur le ponton, où au final on se retrouve avec des artistes de talent, de plein d'univers différents, que ça peut être le cinéma comme l'humour, enfin, les castings étaient très éclectiques. Très éclectiques, et c'est vrai qu'on avait des petits concerts privés sous le ponton, avec le petit feu Et t'arrivais à profiter, parce que tu dois en même temps capter tout ça, toi. Comment tu gères ça d'à la fois témoigner, participer? On dormait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on finissait tard sous le ponton. C'est vrai que c'était la fin de l'émission, c'était la petite balade musicale sous le ponton, mais qui finissait très très tard en fait. C'est-à-dire qu'une fois que les caméras étaient coupées, on continuait à vivre ces moments d'exception, vraiment des moments d'exception. Et je remercie encore Fred, je t'aime aussi. Et je te remercie. Merci à Caroline d'avoir fait croiser nos chemins, parce que tout d'un coup, tu as changé aussi beaucoup de choses dans la passion. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je fonctionne vraiment à la passion et que merci d'avoir eu ces idées, en fait. Alors du coup, Frédéric parle beaucoup de défis techniques à surmonter, alors que ça soit sur un projet comme Parenthèse Inattendue ou sur quelque chose de plus récent, sur Jusqu'à l'aube que tu as fait pour Netflix. C'est vrai que souvent, on n'a pas conscience ou idée des dispositifs techniques qui sont déployés sur ces émissions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner quelques exemples ? C'est sûr que le fait de capter, en fait, ça fait appel à la multiplicité des caméras. C'est-à-dire que là, on ne travaille plus avec une caméra, mais on travaille avec pas mal, un nombre important de caméras, parce ça dépend encore une fois si on est dans une notion de programme de flux en direct, qu'il faut capter en temps réel. Alors on peut effectivement tout travailler dans les conditions du direct, et donc pour le coup, là, il faut que tout soit prêt et que toutes les caméras soient disposées pour éviter toute rupture et toute coupure. Après, parce que là, tu fais parfaire aux gens, quoi. Tu fais parfaire, et puis en plus, tu as envie souvent de garder cette adrénaline qui fait que... Cette spontanéité. Voilà, l'authenticité, il faut surtout pas le couper, parce que si on coupe, ça veut dire qu'on va rentrer dans quelque chose qu'on va refaire, et à partir du moment où on refait, comme tu viens de le dire, on perd en spontanéité, en authenticité. Et moi, je fonctionne vraiment à ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Je viens pas forcément du monde de la télé, mais en revanche, j'adore ce côté direct, cette adrénaline où tout d'un coup, les choses se passent et il faut y aller. Même si on a des problèmes techniques, il faut continuer. Et il faut faire face à tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié aussi à cet amour de l'image et de passion. Et pour qu'on se rende bien compte, typiquement, sur un projet comme Jusqu'à l'aube, il y avait combien de caméras, combien de techniciens, combien d'opérateurs? À quoi ressemblait l'équipe et le matériel qui a été déployé? Parce que Netflix, on a un peu l'image du nouvel Hollywood, un peu. On se dit, ouais, des productions de fous. C'est vrai que ce sont des productions vraiment importantes, dans le sens où le concept de Jusqu'à l'aube était de faire rentrer 3 humoristes dans un château. Et qu'il fallait qu'ils passent la nuit, et celui qui restait le plus longtemps face à tout ce qu'ils allaient vivre pendant la nuit gagnait. Donc c'était sous la forme d'un jeu, mais c'est sûr qu'il a fallu passer par les phases de repérage, donc trouver les châteaux qui avaient donc
comment je pourrais dire, des spécificités liées à tout ce qui était surnaturel. Et c'était des choses qui étaient concrètes, vraies. Donc, on a donc fait un gros casting et un gros repérage de ces châteaux. Et après, en termes de captation, effectivement, comme on l'a dit juste avant, on l'avait évoqué juste avant, il faut que le dispositif et l'implantation des caméras soient totales. Parce qu'on n'allait pas commencer à demander aux humoristes faites une pause, là, on va préparer la scène suivante. Il fallait que tout soit déjà prêt. Donc oui. Et puis discret, j'imagine, en plus, si possible. Oui, le plus possible. Ouais, le plus discret possible. Donc ça veut dire que là, l'avantage des caméras qu'on a évoquées tout à l'heure, les caméras robotisées, les fameuses PTZ, les fameuses PTZ, on les pilote à distance et on arrive aussi à les dissimuler parce qu'il n'y a pas d'opérateur. Donc ça veut dire que grâce à leur taille, on peut les mettre dans une bibliothèque, les cacher et ne laisser que l'optique visible. Donc pour le coup, pour les protagonistes du show, il n'y a pas forcément... Et c'est un des atouts de ces caméras pour moi, les PTZ. C'est qu'effectivement, on arrive à avoir des implantations où on peut multiplier le nombre sur la partie économique, parce qu'évidemment, ça coûte moins cher quand la masse salariale des opérateurs n'est pas présente. Et sur le côté esthétique, c'est sûr qu'on peut multiplier les actes de prise de vue. Et quel est ton rôle, toi, dans tout ça? C'est toi qui valide le lieu? C'est toi qui place toutes les caméras? Parce que bon, réalisateur, producteur, on a décrit ton CV qui est quand même assez complet. Qu'est-ce que tu décides, toi, dans tout ça, sur ce genre de prod? Alors là, pour le coup, c'est une œuvre de commande où moi, je fais partie de l'équipe, mais en tant que réalisateur. Donc, je n'ai pas du tout la position de producteur avec les décisions finales, qu'elles soient esthétiques ou financières. Moi, on me demande de mettre en image le show, qui est une commande. Donc, quelque part, même le concept ne vient pas du tout de moi. Ok, donc toi, tu lis le cahier des charges, tu dis, bon, il va me falloir 17 caméras, 17 machins, 17 trucs, ok. C'est-à-dire que j'essaye, par rapport au nombre d'épisodes qu'on a à tourner, d'avoir quelque chose de concret avec une charte et avec quelque chose qui n'est pas modifié à chaque tournage. Parce que les équipes, évidemment, elles sont nombreuses. Tu me demandais combien on était. Je pense que sur ce programme, on était une quarantaine. Ah oui, quand même. Pendant combien de temps, du coup, vous tournez C'était pendant 6 semaines, pas chaque jour, mais c'est sûr que oui, ça a duré le tournage plus Moi, je dirais que la production, elle a bien duré 3 mois. Moi, je me rappelle d'une vidéo qui a tourné sur YouTube, moi, qui m'avait complètement fasciné, où on voit un réalisateur TV qui est en régie pendant une cérémonie, je sais plus laquelle, c'était les Grammy ou je sais pas quoi, et c'était le moment final avec le petit spectacle, les applaudissements, les machins, et puis il est là dans sa régie en train d'hurler caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4, et on avait vraiment l'impression d'un chef d'orchestre, quoi. C'est un peu ça, t'as raison, c'est le chef d'orchestre et il faut switcher ça en direct. C'est du montage en direct en fait, hein. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au lieu de le monter sur votre petite station de montage et de pouvoir relire derrière, là vous le faites en direct. Parce que l'implantation caméra, c'est la grammaire narrative, que j'espère qu'on va évoquer un peu plus tard. Ah bah vas-y, mais qu'est-ce que c'est cette fameuse grammaire narrative qui te tient à cœur? Ça me tient à cœur, ça me tient vraiment à cœur. Mais alors explique-nous parce que nous on sait pas. Alors si vous le savez en fait. Si je vous parle de réalisateurs comme Stanley Kubrick ou Sergio Leone... Là, tu me parles. Voilà. Sergio Leone, on sait quand même que c'est lui qui a réussi à faire passer cette transition de focale extrême où on a le gros plan avec la goutte de sueur des yeux du héros ou du méchant. Il était une fois dans l'Ouest, ouais. Voilà, et juste après, on a les plaines sur un plan extra wide angle. Et donc, ces enchaînements-là, c'est la grammaire narrative pour moi. Au même titre qu'un écrivain qui va c'est quoi, c'est les valeurs de plan alors? Bien sûr, sauf que derrière, avec le rythme, le montage, c'est sûr que quand on enchaîne ça, j'appelle ça la grammaire narrative dans le sens où on écrit avec les focales. D'accord, très bien. Ouais. Et Kubrick est un exemple parfait. La symétrie, quand on regarde un film comme Shining, il a défini des choses. Et aujourd'hui, on peut parler de grammaire narrative liée à des grands réalisateurs qui ont écrit l'histoire, justement, de comment raconter une histoire grâce aux focales. Et c'est vrai que c'est quelque chose où au final, tu parlais tout à l'heure de sortie de certaines focales. La focale, pour moi, c'est là où je pense qu'il y a un manque de culture chez de nombreux vidéastes qui parlent de zoom. Moi, je parle de focale fixe. C'est que derrière, j'aime bien qu'on dise, tiens, on va travailler ça au 50 pour avoir ce rendu.
Alors quand on a préparé l'émission, tu m'expliquais qu'il était hyper important d'avoir une maîtrise totale de la technique à toutes les étapes du projet, donc depuis la préparation, donc la pré-production, le tournage en lui-même et la post-production. Pourquoi c'est si important d'avoir une vision globale de tout ça ? Parce qu'avant tout, un réalisateur, c'est un chef de poste. Et c'est le chef de l'équipe. Donc si il n'est pas présent pour motiver, et puis surtout, s'il ne connaît pas les différents... partie avec qui il doit gérer, c'est-à-dire le décor, la lumière, le chef-op, la post-production. En fait, il va faire face à tous ces chefs de poste et il va falloir qu'il joue bien ce rôle de leader. Dans le sens où il faut qu'il porte le projet, c'est à lui d'emmener ses équipes et c'est à lui aussi d'avoir des discussions artistiques où il faut qu'il maîtrise son sujet. C'est pour ça que moi j'ai pris le temps. Je dirais dans ma formation, j'ai pris le temps pour chaque partie de la production, comme de la pré-production, comme de la post-production, d'apprendre chacune de ces parties. J'ai été monteur pendant 7 ans. À l'époque où j'étais en formation sur la prise de vue, j'avais la chance de travailler pour une société qui s'appelait RVZ, avec le grand René Weiss, qui m'autorisait à rester le soir et à allumer tous les projecteurs pour comprendre à quoi ils fonctionnaient. Alors RVZ, pour que tout le monde comprenne bien, c'est un gros loueur parisien de matériel, ciné, photo, lumière, en tout genre. Ouais. Maintenant, oui, c'est sûr qu'il loue aussi les caméras, mais moi, à l'époque, c'était vraiment pour la lumière. Et je me faisais un plaisir de demander au chef électro qui ramenait les camions avec tout le matériel à quoi ça servait. Pour comprendre justement ces implantations lumière, pour comprendre les rendus, pour comprendre les VFX. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on passe réalisateur. Parce que qu'est-ce que c'est que réalisateur ? C'est quelqu'un qui va diriger d'abord, avant tout, son équipe, mais surtout qui va vouloir raconter des histoires. Et pour bien raconter une histoire, je pense qu'il faut maîtriser quand même toutes ces... Et rester à la page, quoi. Du coup, tu continues à te former, j'imagine, ou... Ça, c'est tout sûr. Le temps, non, ça, c'est sûr. Ce domaine-là. Tu as tout à fait raison, Benjamin. C'est la nouvelle génération est là pour bien nous faire comprendre et nous bouger aussi. Ouais, nous bouger. Et c'est tant mieux. C'est aussi, hein. C'est un très bon challenge. Ouais, absolument. Et alors, du coup, quel matos tu utilises comme caméra ? J'imagine que c'est pas les mêmes modèles selon les projets. Ce ne sont pas les mêmes modèles selon les projets, mais c'est sûr que c'est lié. Là, on va revenir sur une position. Pourquoi j'ai accepté d'être ambassadeur d'une marque comme Canon ? Alors, je l'ai évoqué juste avant. Moi, je suis passionné d'optique avant tout, et Canon est une marque d'optique. Ah, tout à fait. Monsieur Canon, à la base, c'est un opticien. Et c'est sûr que c'est de là qu'est partie toute la grande histoire que je vis avec eux maintenant depuis, je dirais, 12-13 ans. Et donc, tu n'utilises pas que des PTZ, hein, rassure-nous. Alors, je n'utilise pas du tout que des PTZ. Et ce qui est très très bien aujourd'hui, c'est qu'on peut mixer les différentes gammes entre elles grâce au custom profile et tous ces réglages qui permettent justement de retrouver... Les profils personnalisés en français. je fais sous-titres. Non, mais en vidéo, bon, en photo aussi, mais en vidéo, on parle beaucoup le franglais. Oui, c'est vrai. Ces termes... C'est pas une critique, mais du coup, c'est dans le jargon, donc... T'as raison. C'est la deuxième raison pour laquelle j'adore la marque, c'est que la marque Canon, c'est que je peux mixer à volonté la gamme EOS Digital, c'est-à-dire les appareils photo, avec la gamme Cinema EOS et la gamme XF, qui est la gamme un peu plus corporate. Et c'est vraiment un plaisir, c'est qu'en fonction, le matin ou la veille, alors parce que j'aime bien préparer mes sets moi la veille, parce que le jour même, c'est plus de la direction et de la mise en scène. La technique, faut le faire avant. Et c'est vrai que mes équipes, elles savent que j'aime pas trop parler de technique le jour même. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que ça soit prêt la veille ou dans la matinée. Mais on n'est plus là pour parler technique une fois que... Et j'aime pas beaucoup d'ailleurs voir les gens qui sont autour des caméras. C'était le début des caméras RED et que je voyais toutes les équipes qui étaient concentrées sur la caméra comme si c'était l'acteur principal. Et que je voyais les pauvres acteurs qui étaient assis sans que personne s'occupe d'eux. Ça, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Il faut que la technique, ça reste un outil et qui nous aide à nous exprimer. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, hein, c'est que les outils, ils évoluent. Et tous les 6 mois, aujourd'hui, on a des nouveaux boîtiers, on a des nouveaux... Donc, oui, la technologie nous aide, mais encore une fois, ça reste des outils. C'est pas ça qui fait le résultat, hein. Alors, c'est marrant que tu nous parles de ça parce qu'il y a eu un déclic technologique dans ta carrière. Il s'est passé... en 2008, quand un certain photographe Vincent Laforêt a sorti un film qui s'appelait Rêverie et qu'il avait tourné entièrement avec le Canon EOS 5D Mark II.
Nous nous sommes entretenus avec Vincent qui vit maintenant à Los Angeles pour qu'il nous parle un peu de son film et de l'incroyable buzz qu'il a suscité à l'époque. On l'écoute. Écoute, le buzz, c'est une expérience que je n'ai jamais vécue depuis. Quand j'ai lancé cette vidéo, le nombre de vues était extraordinaire. J'ai mis ça sur mon blog à cette époque et je pouvais faire refresh sur Safari et c'était 10 vues. Après, 10 secondes plus tard, c'était 100 vues. 30 secondes plus tard, c'était 700 vues. Et puis 2000 vues. Après 5000 vues. C'était extraordinaire. Il y a eu plus de trafic sur le site de Canon en un mois que dans toute leur année. Et moi, je suis sorti ce week-end avec 3 ou 4 amis, avec vraiment pas de script, pas de grande ambition. C'était vraiment un truc extrêmement sympa entre amis. On est sorti avec 2 modèles, c'était même pas des acteurs, un boîtier qui ne pouvait pas faire locked exposure, donc c'était auto exposure, et des objectifs que j'avais, des objectifs photo. Donc c'est un truc qui restera dans ma vie le plus pur, le plus it was so much fun. C'était extraordinaire. Et quand on a lancé la vidéo, on s'est dit mais what have we done? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Parce que on avait touché quelque chose d'extrêmement spécial. C'est vraiment pour ne pas oublier que ce boîtier pouvait faire ce que des caméras de $200,000 n'étaient pas capables. J'ai eu des chefs opérateurs AFC qui m'ont demandé comment est-ce que tu as allumé le Brooklyn Bridge. Ils pensaient que j'avais allumé le Brooklyn Bridge avec des lumières de cinéma. Ils ne comprenaient pas qu'un boîtier était capable, parce qu'ils n'avaient pas des boîtiers qui pouvaient aller à 1600 ou 3200 ISO. Ça ne se faisait pas, quoi. Donc, c'est vraiment moitié réaction technique. Et je pense que l'autre réaction, c'était vraiment filmé avec un œil de photographe, quoi. J'ai fait le edit et je l'ai partagé avec Canon. Et pendant 48 heures, ils m'ont rien dit. Et en fait, ils étaient dans leur conférence annuelle où tous les exécutifs de Canon étaient ensemble et ils n'ont pas vu le email pendant 2 jours. Et finalement, la deuxième journée, ils ont vu l'email et le mec m'a appelé et il m'a dit « Vincent, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Et j'étais genre « Am I in trouble? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Et il dit « non, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. On regarde en loupe depuis 2 heures, on a vu 100 fois. » Et quand j'ai vu ça sur la télévision avec un ami, mon ami a presque pleuré. C'était un photographe du New York Times et il a mis sa tête dans ses mains et il m'a dit « Mais écoute Vincent, tu réalises que ça a tout changé dans notre métier. » Et il était ému, mais très ému. Donc c'est là où j'ai connu que c'était un truc très spécial. Du coup, le 5D Mark II, c'est vraiment un boîtier historique, un tournant pour toi? Ah, c'est radical, un tournant radical. Oui, c'était une claque pour tout le monde, il faut bien le dire. Je me souviens de ce film, hein, l'hélico la nuit au-dessus de New York, comme ça, avec toutes les coulisses, tout ce qu'il avait utilisé, c'est un truc de fou, quoi. Bah, c'est un truc de fou, surtout que c'est un grand photographe très talentueux, Vincent, et que derrière, tout était cadré, et effectivement, encore une fois, il maîtrise la lumière. Donc, quand on voit pourquoi il a utilisé le pont de Brooklyn et qu'on lui a demandé comment il l'avait rééclairé, c'est parce qu'il a cet œil et qu'il sait très bien que le rendu, même sans aucune lumière additive, grâce à la sensibilité du 5D à l'époque, c'était possible. Mais c'est un boîtier que j'attendais, en fait. Hein. J'ai vraiment pensé que c'était une blague. Quand j'ai vu son film, je me suis dit, pourtant, c'est bizarre, on n'est pas en avril. Donc, ça ne peut pas être un poisson d'avril. Mais j'y ai vraiment pensé parce que je me suis dit que j'ai eu la même réaction que son ami. Au bout d'un moment, tu te dis c'est pas possible qu'un appareil photo qui embarque déjà cette technologie au niveau de la photo qui était impressionnante nous délivre un standard qui était notre standard actuel du broadcast. Je me suis dit c'est impossible. La 1080p. Bah oui. Parce qu'il y avait le D90. Hein. Faut rendre justice à Nikon qui était le premier. Oui, avec beaucoup de restrictions. À sortir, qui a sorti un réflexe capable de filmer en HD à l'époque. Hein. APS-C. APS-C, absolument. Et puis finalement, c'est Canon qui... Vous connaissez la petite anecdote par rapport au fait que le D90, en fait, ils n'avaient pas misé sur le format. Ils avaient filmé sur la compression. La compression du D90, enfin des fichiers qui étaient créés par le D90, était meilleur que le 5D. En revanche, Canon avait plutôt misé sur le format, le standard de l'industrie.
Et donc c'est pour ça que tous les professionnels, en tout cas, moi j'ai même pas regardé le D90. Parce que il y avait une limitation de temps qui était extrêmement forte sur le D90, je crois de mémoire c'était 3 minutes en plan séquence au maximum, quoi. Ah oui, non, c'est possible. Après voilà, c'est pour rendre à César ce qui était à César, mais c'est sûr que le buzz ça a été le 5D2 et surtout ça a ouvert la porte à l'univers vidéo à tous les amateurs et à tous les gens qui voulaient s'essayer un petit peu à la vidéo avec un appareil plus abordable que la moyenne. C'est ça qui est fou, pour avoir un grand capteur, quoi. L'industrie n'a pas été très très contente quand ils ont réalisé que ça allait vraiment être une révolution. Ah oui. Moi j'ai vécu 2 ans assez douloureux, je dois bien l'avouer, le 2009-2010 où tout le monde, c'était unanime, se foutait de moi. En disant il est drôle avec son petit appareil photo, le garçon, il est drôle, il veut faire de la vidéo. Bon, ça allait un peu plus loin que prévu. Oui, effectivement, ça... Et imaginez-vous, avec ce qu'on s'est dit avant, avec cette grammaire narrative, que tout d'un coup, moi, je découvre la gamme optique photo. Le 85 mm 1.2. Et surtout, c'est combien il y avait d'optique d'optique la gamme EF, mais c'est... J'avais 80. Les basculés des centrements, les macros, la sérielle, quoi. Les macros, les fichages, tout. J'avais tout comme ça, accessible. Et d'un coup, et là, on parle de grammaire narrative. Et voilà, ça a été le grand changement radical. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que ce boîtier a vraiment littéralement surpris tout le monde et Canon en premier lieu. On a discuté avec Roch Lorente, qui est actuellement le responsable des ventes de Canon France, qui travaillait déjà chez Canon à 2008 au moment du 5D Mark II. Il nous raconte un peu la réaction de Canon face à l'engouement qu'il y a eu autour de cette fonction vidéo. On l'écoute. Alors, ce lancement, il est une excellente surprise pour Canon et il fait partie d'un des moments de ma vie professionnelle les plus inattendus et les plus spectaculaires. En fait, le premier lancement du premier 5D, qui était le premier réflexe plein format, avait été lui-même un événement, mais on n'attendait pas que son successeur, le 5D Mark II, marque l'histoire de la photo et de la vidéo à ce point-là, et particulièrement l'histoire de la vidéo. Et ça a été surtout pour Canon l'occasion de connaître la première porosité entre les mondes de la photo et la vidéo. Alors, avec des photographes qui avaient la maîtrise de la technologie photo et qui adressaient des vidéastes sans vraiment comprendre ce qu'ils étaient en train de leur vendre, et puis des vidéastes qui, eux, savaient très très bien ce qu'ils achetaient, par contre. Alors, ça a été un succès commercial absolument spectaculaire parce qu'en fait, le produit était très très valeureux en photo, il fonctionnait très très bien, mais s'est ajouté une quantité de pièces pour l'utilisation vidéo tout à fait spectaculaire. Alors, on a toujours eu beaucoup de mal à mesurer le réel impact de la vidéo sur ce produit. Moi, je pense qu'on a doublé les quantités, mais non seulement les quantités de boîtiers, mais également, on a multiplié par 2,5 les quantités d'optiques, parce que les vidéastes étaient d'énormes consommateurs d'optiques, et bien entendu, les optiques sérielles ont connu, j'allais dire, dans cette époque-là, un véritable âge d'or, puisque tous les loueurs avaient des montagnes d'optiques EF Canon à proposer à leurs clients, et les revendeurs photo, bien entendu, alimentaient ces marchés. Il faut rappeler que le boîtier valait environ 2 900 € TTC et qu'une caméra professionnelle, puisqu'il n'y avait que des caméras professionnelles capables de rivaliser avec un EOS 5D Mark II, valait 15 000 €. Donc on voit bien que ce coût d'acquisition a complètement fait exploser la donne et a permis surtout l'accès à la qualité Full HD plein format à nombre de réalisateurs, étudiants, chefs opérateurs qui ont pu produire des films de qualité avec un coût économique tout à fait raisonnable. Le succès est là, et puis le succès, il est également dans la qualité de l'image du 5.2 qui produisait véritablement une image cinéma avec une magnifique lumière, des tons chers très très respectés, une grande douceur d'image. On était vraiment dans de l'image cinématographique. Canon a toujours énormément impliqué les utilisateurs en amont de la création des produits, et c'est vrai que Sébastien fait partie
de ces personnes qui ont l'oreille de Canon Inc. Sur la partie vidéo, parce qu'il a une véritable expertise et une connaissance parfaite de l'utilisation des produits et de Canon. Et en cela, il sait parfaitement mettre nos produits en perspective du marché de la vidéo. Il aide beaucoup Canon. Alors moi, Sébastien, je l'ai connu au tout début. Il était là, bien entendu, à la naissance de l'EOS 5D Mark II. Ce dont je me souviens le plus, c'est son enthousiasme, et cet enthousiasme, il ne l'a pas perdu, l'enthousiasme qu'il a eu pour le produit, parce que lui a tout de suite compris ce qui se passait, et il l'a sans doute compris bien avant Canon. La preuve, c'est qu'il a immédiatement travaillé sur un livre qui a été édité aux éditions Erol, destiné aux utilisateurs de boîtiers réflexes qui souhaitaient faire des tournages vidéo, et ce livre était un livre technique, très exhaustif, très complet, qui a eu un succès remarquable, ce qui démontre que Sébastien avait tout à fait compris les enjeux de l'arrivée de ce produit sur le marché de la vidéo. Alors Sébastien, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que tu es ambassadeur pour Canon et tu nous expliquais que d'une certaine façon tu participais au développement des produits. Roch le précise, hein, tu as l'oreille, comme il dit, de Canon Inc. Bon, alors j'imagine que tu as dû signer des clauses de confidentialité dans tous les sens, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand tu travailles avec les ingénieurs japonais ? C'est sûr que ça reste confidentiel et que je ne dois pas dévoiler tout ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir être à la base du processus de création des caméras. Dans le sens où avec beaucoup d'humilité, j'essaye en tout cas de donner les clés des besoins actuels, c'est-à-dire des besoins générationnels. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle s'est imposée, elle est vraiment moteur de la créativité actuelle. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de modifications qui sont liées à aussi leur desiderata. Tu penses à quoi, en premier lieu ? La miniaturisation. C'est quelque chose qui... Moi, j'ai pas un grand gabarit. C'est pour ça que j'ai grandi aussi avec des caméras qui étaient lourdes. Et que c'est vrai que quand on a travaillé beaucoup avec des caméras lourdes, c'est pas un acteur de la créativité, la lourdeur du matériel. Ah bah non, je suis pas prêt. Ah bah non, c'est même pas sorti du... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous dans nos poches un appareil, un cellulaire. Et c'est avec ça que les mobiles, en fait, on est tous en train de faire des photos avec ça parce qu'on est très réactifs. Et c'est sûr même si aujourd'hui, un boîtier, quand il est allumé, on peut aller très très vite parce qu'il est réglé tout ça. Mais il faut le sortir et il faut mettre l'optique. Donc, encore une fois, aujourd'hui, la nouvelle génération, ce qu'elle a introduit, c'est cette authenticité, cette spontanéité qui est liée au fait que tout d'un coup, même avec un petit appareil, on l'allume, on règle sa sensibilité et on y va. Il n'y a pas besoin de commencer à allumer des projecteurs et tout ça. Aujourd'hui, ça a permis tout ça. Ouais, mais en photo, tu sais, on dit que le meilleur appareil, c'est celui qu'on a toujours avec soi, donc c'est facile. On sort effectivement le smartphone, on prend une photo, clac. Mais la vidéo, c'est plus complexe. Il y a le son à gérer, il y a tout ça. Donc la miniaturisation, elle doit s'appliquer à tout un écosystème finalement. Donc c'est quoi finalement les appareils à l'heure actuelle qui restent valables ? Tu vas pas tourner avec un smartphone, toi aussi ? Ça t'arrive ? Non, je vais pas tourner avec un smartphone parce que je suis amoureux de l'optique. Mais en revanche, je trouve que de manière informatique, les progrès ont été... C'est hallucinant ce qu'on arrive à faire. Parce que là, en fait, ce qu'on a c'est beaucoup de travail informatique derrière qui font que tout d'un coup, on a ces rendus-là avec un appareil photo. Parce que c'est pas simplement le petit optique et le petit capteur qui est à l'intérieur qui fait ça. C'est tout le travail des données qui sont capturées. Là, ce qui restera toujours pour moi quelque chose d'important. Alors, on a vu la sortie de la nouvelle gamme RF où on voit une compacité un peu plus importante que la gamme EF des optiques. Mais c'est physique. Pour capter de la lumière, il faut une certaine taille et un certain diamètre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore réglé ça et que tant que je reste amoureux de encore une fois de cette grammaire narrative et j'aime les focales pour ce qu'elles sont. Donc peu m'importe ce que je vais mettre derrière, mais je pense qu'aujourd'hui et grâce au 5D et à cette révolution, les mondes de l'image, quels qu'ils soient, cinématographiques, vidéo ou photo, doivent se réunir parce qu'on parle le même langage et première chose qu'on doit faire, c'est être créatif. Quelle que soit, encore une fois, la caméra. Après, oui, moi, je suis subjugué par l'utilisation de la nouvelle génération sur un appareil photo où il y a plein de mes clients qui me disent « Mais votre assistant, il fait quoi ? Il est photographe ou vidéaste ?»
Parce qu'en fait, ils sont nés avec. Donc, c'est très intuitif chez eux, l'utilisation d'un. Et ils n'ont pas besoin d'accessoires. C'est qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'industrie, elle a besoin de gagner de l'argent. On leur a donné une nouvelle base de 2500 € pour une caméra cinématographique. Donc, évidemment, il a fallu trouver d'autres stratagèmes, notamment toute l'accessoirisation autour. Ben, c'est sûr qu'avec les progrès maintenant qu'on peut voir au niveau du focus, où c'est vrai que ça passe ça devient un peu préhistorique d'utiliser certains. C'est fini les follow focus, tu veux dire? Pas au cinéma, pas avec certaines optiques qui nécessitent ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on fait un petit tournage avec des interviews, moi je fais confiance au nouveau système autofocus, notamment le dual pixel. Sur les yeux aussi, tout ça, tu t'en sers ça en vidéo? Non, c'est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, moi, parce qu'on parle plus d'un autofocus qui fait des petits pompages et qui sait pas si c'est le visage ou tout ça. Là, il comprend quand vous tournez la tête, il comprend quand vous revenez, il comprend quand vous avancez, il détecte le nombre de personnes. Aujourd'hui, on se dirige vraiment vers quelque chose qui est bien maîtrisé. Encore une fois, là, ils ont sorti, je ne sais pas si vous avez été au courant de la sortie d'une caméra qui s'appelle la XF605, qui est dans la gamme corporate, donc qui est plutôt liée à tous les journalistes. Moi, je me suis amusé à la prêter à un ami qui n'est pas technicien, qui a plus tout un bagage de journaliste, et je lui ai dit surtout, n'enclenche rien, sers-toi du full auto. Eh bien, j'ai vu le sujet monter, en plus dans des conditions extrêmes de rapidité. C'était très 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 à la hauteur, hein, et à tous les niveaux, que ça soit sonore, comme focus, comme l'exposition, comme la balance des blancs, tout était géré. Et que là je me dis waouh, donc ça veut dire qu'au bientôt, c'est le talent du cadre. Donc oui, c'est l'œil qui va faire la différence, mais techniquement on est quand même à la pointe de la technologie chez beaucoup de marques. Et du coup, selon toi, quel est le produit chez Canon, par exemple, qui est le plus abouti en vidéo? Est-ce que c'est la gamme EOS Cinema ou est-ce que c'est par exemple l'EOS R3 là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça? C'est la croisée des chemins. Pour moi, c'est pas encore finalisé. Pour moi, je pense que 2022 va être une très belle année dans le sens. Raconte-nous. Alors, toutes ces clauses de confidentialité. Non, parce qu'en fait, je ne suis pas au courant. C'est vraiment un désir dont j'ai fait part. Voilà. Donc en final, un souhait. C'est vraiment un souhait. C'est que encore une fois, la croisée des trois mondes se regroupe en un seul outil. Qui va être justement un mélange du R3 et de la C70 ou du R5 et de la C70. Parce que pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'utiliser. J'ai adoré utiliser des appareils photo comme le 1DC. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr, absolument. Le 1DC, c'était un boîtier aussi photo, mais qui était vraiment dédié à la vidéo. Le premier qui était capable de faire du 4K, sorti en 2011. Quand même, on parle d'un boîtier photo de la gamme 1D, donc professionnel, qui faisait des... Et je me souviens que je me servais des rafales pour faire de la publicité. C'est-à-dire que je faisais appel à la photo, où je faisais des rafales de 15 images en leur disant, mais... D'ailleurs, Canonic, à ce moment-là, ils ne comprenaient pas pourquoi j'utilisais ça. Je leur dis, mais vous avez vu la résolution que j'ai et le détail que j'ai, par exemple, quand un pâtissier lance de la farine, tout ça, j'ai le détail qu'aucune caméra n'était capable à l'époque de me retranscrire. Et que c'est sûr qu'aujourd'hui, quand je vois un R3... qui fait du 30 images secondes en rafale sur des cartes CF Express où j'ai pas de problème de buffer, mais oui, alors là je suis très 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 content parce que je peux choisir aussi bien de travailler avec la base, c'est-à-dire la photographie, pour créer mes vidéos aussi bien que avec des médias comme le 4K ou le 8K pour recroper dedans. Donc, c'est intéressant parce que nous on a plutôt à avoir l'œil inversé si tu veux, c'est-à-dire qu'on extrait des images à partir de la 8K, en tant que photographe de base, tu vois. C'est intéressant ce chemin inverse auquel tu penses. Pour être très concret, aujourd'hui notre standard c'est quoi? On est encore en Full HD sur tous les Bien médias. Sûr. Okay. Et donc ça veut dire quoi? Que le 8K, le 4K et les rafales à 30 images, c'est que du bonheur pour moi. En termes de créativité, je vais avec une seule caméra, je peux sortir un nombre incalculable d'axes sur du 8K. Je peux avoir du piqué et de la résolution plus qu'il n'en faut parce que mon standard il est encore tout petit par rapport à ce qui existe en capacité et en technologie de pointe. C'est que du bonheur aujourd'hui. Moi, les gens qui se plaignent en me disant oui, alors là, je ne comprends pas pourquoi le codec, nanana. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Aujourd'hui, on est béni des dieux au niveau par où on est passé. Nous, je viens du montage 3 machines où il fallait réfléchir son montage avant de le créer. Là aujourd'hui, tout est assisté. Aujourd'hui, on est tellement aidé. Donc tes souhaits, c'est plutôt ergonomique. C'est mélanger la C70 avec un R5.
pour avoir le bénéfice d'avoir les deux mondes réunis. Parce qu'encore une fois, les plus beaux projets que j'ai faits, je les ai faits avec des photographes qui maîtrisent la lumière et le cadre comme personne, et que j'ai adoré la révolution du 5D pour ça, pour rencontrer tous ces talents, pour partager avec eux et pour qu'on grandisse ensemble. Nom de nom. Là-dessus, oui, c'est une bataille de tous les jours, parce que, encore une fois, je déteste qu'on dissocie. C'est comme si on dit, ah bah lui, c'est un réalisateur de documentaire. Non, c'est la diversité. C'est, encore une fois, on est des passionnés, et à partir du moment où l'équipe est présente, que l'amour et la passion sont là, il faut arrêter de mettre les gens dans des genres ou des styles. C'est une horreur, ça. Créons ensemble. Bon, écoute, c'est super intéressant de t'écouter. On sent, comme tu dis, la passion. Ton métier a l'air terriblement excitant. Quel conseil tu pourrais donner à des gens, voilà, qui ont envie de marcher dans tes pas pour se lancer, alors dans la vidéo, dans la réalisation vidéo, voilà, quel conseil tu pourrais donner? Dépasser la technique le plus vite possible, c'est-à-dire bien la comprendre, bien prendre le temps de la comprendre et d'apprendre. Ça, c'est la base essentielle. Avoir une belle culture de l'image, c'est-à-dire essayer de regarder. Moi, ce sont les réalisateurs dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'ont donné envie de raconter des histoires. Donc, à partir du moment où cette étape est passée, vous misez tout sur la mise en scène et la créativité. Et je pense que là, c'est que du bonheur. Mais encore une fois, hein, tout ce que j'ai apprécié actuellement, c'est encore une fois lié à des gammes optiques. Parce que j'adore l'anamorphique, j'adore les rendus de... Je ne vais pas regarder le rendu d'un capteur. Moi, je vais regarder vraiment la grammaire des focales. Je suis là-dessus. C'est mon truc. J'adore créer des émotions par ce biais-là. Bon, Benjamin, Sébastien, je mets un terme à cette discussion. Qui pourrait continuer très longtemps, continuer, parce que le feu est encore bien attisé, là, tu vois, donc ça pourrait durer. Le chrono de l'émission avance, on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le vidéaste Sébastien Deveau pour parler de ta carrière, de ton métier dans cette grande émission Au coin du feu. C'est le débrief. Sébastien, si on devait résumer ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'il faut se faire confiance, que si on est passionné, il faut continuer à l'être et toujours croire en sa bonne étoile. C'est-à-dire que derrière, encore une fois, la passion est moteur. Et il faut toujours... moi, je pense que c'est ça qui doit guider aujourd'hui la nouvelle génération. C'est plus tellement les outils et le fait que tout d'un coup, le 4K ou le 8K fasse... Non, mais qu'en gros, la technique n'est pas le Saint Graal. Finalement, c'est un peu ce qui sort de ton propos. C'est que la technique doit venir en second plan. Loin de là, ouais. Loin de là. Après de manière plus personnelle, j'ai envie de dire que depuis 10 ans, je vis que du bonheur en tant que filmmaker. Mais que c'est plus compliqué pour moi en tant que réalisateur télé, dans le sens où Canon, qui est une marque optique, n'a pas le pouvoir et le potentiel de marques comme Panasonic ou Sony qui ont des solutions complètes. C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, moi, j'arrive à très bien trouver les caméras avec lesquelles je vais travailler, mais quand je vais voir un directeur technique qui travaille sur les émissions de flux, c'est très compliqué pour lui de pouvoir trouver la solution complète avec les switchers, les convertisseurs, tous les appareils autour des caméras. Et c'est sûr que quand on voit un Sony qui est historique dans le broadcast ou Panasonic qui explose aujourd'hui avec les PTZ, parce que c'était les premiers à avoir compris que c'était des caméras qui allaient changer la donne du monde broadcast, multicaméra, c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai plus de difficultés à m'y retrouver avec... c'est en ça que j'aime tellement la marque que j'ai pris sur moi et on est en train d'essayer de faire changer les choses et donc d'essayer de trouver les solutions pour soit trouver des accords avec d'autres marques qui ont déjà des solutions complètes. On a bien vu que Blackmagic, bon, ça m'étonnerait que ça se passe avec eux, mais ils ont bien compris, ils ont bien répondu à la nouvelle génération en termes de production multicaméra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moins de 400 €, on arrive à trouver des petits mélangeurs qui font qu'aujourd'hui... La thème mini ISO. La thème mini ISO, pour moi, c'est la suite logique du 5D Mark II. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve, c'est par rapport à un switcher de l'industrie d'il y a 10 ans, mais c'était strictement impossible d'imaginer qu'on allait pouvoir se retrouver avec un switcher qui a autant
features et d'options. Donc le switcher, c'est ce qui va te permettre de gérer de la multicam, c'est notamment. ça, de mixer mes caméras, Hmm. de switcher mes caméras, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de réalisateur télé ? Le métier de réalisateur télé, c'est soit pour des émissions de stock, donc qui sont diffusées en différé. Donc là, je travaille un peu comme d'une production habituelle de film. Donc on a le temps, on peut refaire les prises et tout ça. Et la deuxième partie, c'est les programmes de flux, où là, on tourne dans des conditions du direct. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt quand on est on air. C'est-à-dire que là, il faut que tout le monde soit prêt. Donc les répétitions sont beaucoup plus importantes et le filage direct dans les conditions du direct est capital pour toutes les équipes techniques. Donc au final, c'est l'amour aussi de travailler en équipe. Moi, j'adore le broadcast pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande plus de produire du contenu plutôt que de faire attention à l'esthétisme c'est-à-dire que ça a beaucoup changé depuis 20 ans aussi. Pour toi, ce qui est très important, c'est ce que tu appelles la grammaire narrative optique. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est écrire avec des focales. Écrire avec des focales fixes. En gros, c'est pourquoi je vais passer d'un plan extrême très large à un plan ultra serré. Comment ? Pourquoi ? Quelle émotion je veux envie de faire ressurgir avec des références sur les très grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma, notamment Sergio Leone ou Stanley Kubrick, qui sont des excellents narrateurs de grammaire narrative focale. Il y a des exemples plus récents pour la génération Z, on va dire. Toi, t'as repéré des réalisateurs un peu inspirants comme ça. Christopher Nolan. Ouais, Nolan, c'est puissant. Nolan, c'est puissant. Ouais. Et puis c'est aussi le montage. Là, c'est pour le coup, c'est tout l'art du montage avec les reverse et les. C'est passionnant. C'est pour ça. Moi, j'ai rien compris. Hein. Moi, il m'a perdu. Hein, T'as jamais vu un Nolan ? Sur son dernier film, il m'a complètement tu parles de perdu. Ah, oui, Tenet. Ah oui, non, là, Ouais, c'est autre chose. ça va trop loin. Moi, c'est pareil. Mais j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Mais il y a trop de sons. Mais Nolan, c'est quand même très fort. Ouais. Inception. Wow. Waouh. Oui, puis il y a les Français aussi. Hein. Il y a des très bons metteurs en scène. Je pense à Olivier Nakache et. À Toledano. Ouais. Le sens de la C'est un fête. grand fan. Ouais. On parlait de château tout à l'heure. Je pensais à celui-là. Tu vois. Tu racontais ton château. Je pense que oui, ils sont sur le côté. Le jour où on tourne, c'est la mise en scène hein, qui est le plus important. C'est pas la technique. Ça se sent un petit peu. Clairement. Ça se sent un petit peu, non ? Clairement. Oui, sauf qu'il y a un résultat derrière, les amis. La technique est là quand même. La technique est là, bien sûr, parce que les équipes ont bien fait leur travail, mais c'est surtout que ça doit être deux excellents leaders. Il y en a un qui doit plus porter justement sur l'art de capter, pendant que l'autre est garanti de conditionner bien ses comédiens. Ah, parce qu'ils n'ont pas bradé la technique du tout. Ah, tu du as tout, raison, du puisqu'à tout. la fin, la C'est petite séquence sublime. aux bougies, là, quand ils dansent et tout. Waouh. Faut qu'on les fasse venir au coin du feu, Benjamin. Ça serait intéressant. Ah, ben Nakache, tu dois avoir leur numéro, toi. Ce qui est génial, c'est que vous me faites ma petite parenthèse inattendue. Ah oui, d'une certaine façon. Façon. Écoute, on n'y avait pas pensé comme ça, mais on l'a appelé au coin du feu. Tu peux le cello au coin du feu inattendu. Allez. Sébastien, pourquoi le Canon EOS 5D Mark II a changé ta vie, d'une certaine façon ? Parce qu'il a permis d'avoir un rendu cinématographique grâce à un capteur full frame qui m'a permis de gérer mes profondeurs de champ avec une gamme optique de 80 optiques différentes qui étaient juste... ouais, ça m'a marqué à vie. Merci encore. Je me souviens de ce moment où j'ai regardé pour la première fois le rendu, le rush. Et j'ai dit à ton film, un métronome. Hein. Ouais, Monsieur Métronome, le batteur, où en fait je m'étais amusé avec un directeur photo à capter justement un solo de batterie avec différents axes. Et c'est sûr que la première fois que j'ai allumé ça, mais je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai regardé les images, j'ai regardé ma copine et je lui ai dit, ma vie va changer. Donc la tienne aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est génial comme époque et je trouve que on est encore dans une bonne énergie à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait que ça se miniaturise, c'est quand même un service que ça rend à tous les utilisateurs pour être de plus en plus créatifs. Merci beaucoup, Sébastien.